Mercredi 30 août 2023, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Samuel 13 Télévision. J'ai le plaisir de présenter pour vous cette émission accompagnée de Madame Tania Moubouadi à la co-présentation. Un sujet retenu pour cette émission, nous parlons de la gestion des différentes provinces en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous pouvons en quelques minutes revenir sur la gestion également de la province de Kinshasa, mais nous allons plus nous focaliser sur la gestion de la province du Kwilu. Vous savez, le Grand Bandundu, de manière générale, a connu beaucoup de dignitaires qui ont géré dans différents postes de ces pays. Mais pourquoi cette province, de manière générale, n'a pas évolué, les Kwilu en particulier? Surtout qu'il faudrait rappeler que l'actuel gouverneur, c'est M. Willy Echundale qui gère cette province. Mais on le reproche, en tout cas, de mes gestions. La province n'évolue pas. Pour quelle raison? On en parle avec Monsieur Franck Messa. Il est analyste politique. C'est avec lui que nous allons échanger autour de toutes ces questions, mais aussi les élections à venir, parce qu'on en parle toujours. Monsieur Franck, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour Madame. Je suis très content de passer sur votre émission. Je vous suis de loin, parce que je suis de la diaspora. Oui. Et j'ai mis la volonté de participer à cette émission. Et étant donné que le sujet est aussi important et surtout que je suis de la province du Kwilu, c'est pourquoi j'ai accepté d'être le vôtre. Merci beaucoup. C'est un plaisir de quitter là où vous vivez pour venir à Kinshasa et choisir ce plateau de CML 13 Télévision. Madame Tania, bonjour et bienvenue à vous pour la co-présentation. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Franck et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau de CML chez vous. J'ai salué également nos très chers téléspectateurs. Merci encore pour la confiance que vous réitérez à votre chaîne. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Franck Messa, nous parlons de la gestion de la province du Kwilu, mais j'aimerais qu'on puisse d'abord évoquer la gestion du président Félix Tshisekedi en 5 minutes simplement. Et puis maintenant, nous allons parler de la gestion de la province du Kwilu. Félix Tshisekedi, presque à la fin de son mandat. Vous, de la diaspora, quelle lecture faites-vous de sa gestion après 5 ans? Bon, écoutez, parler de la gestion d'un chef de l'État en 5 minutes, déjà, c'est pas beaucoup. Oui. Je souhaiterais, si vous voulez bien, prochainement, nous allons vous inviter, que nous puissions organiser une émission. Une petite lecture. En fait, ce qui m'a étonné, parce que d'abord, je suis arrivé pour aller enterrer mon oncle paternel, qui est le père du DG de CML TV. Alors, je fais Kinshasa, Kikwit, Paï Kongila, dans le Paï. Donc, le secteur de Paï dans le territoire de Masimanimba. J'ai pas vu grande chose à ce qui concerne les infrastructures. Je sais qu'il y a d'autres endroits qui devaient être arrangés ou réhabilités par le gouvernement central, et il y a d'autres acteurs qui doivent être réhabilités ou construits par la province. Mais quand je vois Kinshasa, à Kinshasa tout simplement, j'ai vu que des chantiers sont partout. Je vis que des chantiers sont partout. Il y a des routes qui partent de l'armée, qui va vers Mariano. Je vois qu'il y a des chantiers partout. En fait, j'ai l'impression que Kinshasa commence à être désengorgé. Seulement Kinshasa. Et je constate que, oui, j'ai passé tout mon temps ici. Je ne suis pas allé dans de provinces. Donc, quand je suis allé enterrer mon oncle paternel, je me suis arrêté à Kikwit, Masimanimba et Paï Kongila. Donc, je n'ai pas fait toute la province. Mais quand j'entends les gens parler, on me dit que la province est dans un état vraiment de délabrement. Très bien. Voilà. Et vous n'êtes pas d'avis? La province de Kinshasa, vous voulez dire? La province de Kinshasa, d'une manière générale, je trouve que ça ne va pas. Mais ce n'est pas au chef de l'État d'arranger la ville de Kinshasa parce que nous avons un gouverneur. Moi, je parlerai tout simplement de la gestion des déchets. Vous savez, le plastique, je suis chimiste de départ, hein, vous ne m'avez pas demandé. Je suis chimiste, je suis environnementaliste, je fais la biotechnologie, je suis sociologue. Donc, quand vous regardez les plastiques qu'il y a au niveau de la ville de Kinshasa, le plastique, pour que ça se détériore, ça doit prendre au moins 100 ans. Et je constate que le gouverneur qui est en place, j'aime pas citer le nom des gens, le gouverneur qui est en place, depuis qu'il est là, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé la politique qu'il a mise en place par rapport à ces déchets qui sont tellement toxiques et polluantes, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre, en fait,
il faudrait sensibiliser la population par rapport à la gestion des déchets. Et le gouverneur a une très grande responsabilité pour mettre cette politique en place. En plus, il a encore la responsabilité d'arranger les routes. Je regardais la rivière qui est juste derrière vous ici. Ça s'appelle comment? Quelle rivière? Il y a plein de plastiques. Il y a plein de plastiques. Je vois des bouteilles en plastique. Je ne sais pas, le gouvernement provincial, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme politique pour essayer de nettoyer ces rivières. Il y a un projet, Kintoko, vous verrez dans certains coins où on ramasse le plastique et puis on s'en sert justement pour le recycler. Et d'ailleurs, il y a une usine vers poids lourd. On essaye de recycler ce plastique, mais est-ce que vous pensez que c'est pas avantageux ou il faudrait faire davantage cet exercice? C'est pas assez. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle qu'en 2016, j'ai un ami qui travaille au ministère de l'Environnement, je ne vais pas citer son nom. Il a été contacté par des Français pour créer une usine ici de transformation de matières plastiques. Or, quand on transforme de matières plastiques, on peut en fabriquer d'autres histoires, c'est-à-dire des sièges, on peut fabriquer des jouets pour les enfants. Il y a bien des choses, même des ustensiles pour le WC. On peut faire beaucoup de choses avec les plastiques ramassés et transformés. Oui. Mais le ministre de l'époque, qui était en charge de coopération, je pense, lui a demandé d'être d'abord parmi les actionnaires et c'est lui qui devait avoir plus des actions, au moment où il n'amenait aucun franc dans ces projets-là. Donc, vous comprenez que notre pays est en train de reculer parce que les gens ne sont pas ambitieux. Il faut être ambitieux. Nous sommes obligés de s'ouvrir. Et les gens doivent arrêter avec ces histoires de avant que je signe une coopération, nous devons avoir des intérêts là-dessus. Non. Ce qu'ils font là, je ne sais pas c'est à quelle échelle. Je poserai la question au gouverneur, s'il nous suit. Je poserai la question au gouverneur. C'est quelqu'un qui a vécu en Occident. Pourquoi il ne signerait pas un partenariat, par exemple, avec Bruxelles Propriété? Bruxelles Propriété, les gens qui voyagent, qui vont en Europe, qui vont en Belgique, ils savent que Belgique a un système d'évacuation des déchets, que ce soit des déchets solides, que ce soit des déchets recyclables, d'une manière facile. Et ils ont des engins même qui sont abîmés ou des engins qu'ils n'utilisent plus, qui revendent à vil prix. Donc il y a moyen que la ville puisse signer un contrat avec la ville de Bruxelles, ne fût-ce que dans ces domaines-là. Alors vous pensez que le problème c'est juste la volonté qui manque? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Même ce qui se passe au niveau de la province du Koulou. C'est un manque de volonté des hommes politiques. Et à un certain moment, ça m'énerve, je les appelle les politiciens. Et manque de volonté, c'est vrai, mais on vous accuse, surtout vous, ceux de la diaspora, de bien vouloir critiquer à l'extérieur, mais vous ne prenez pas le temps de venir. Parce que d'ailleurs, il faudrait rappeler, lorsque le président Tshisekedi a été élu, il a même demandé aux Congolais, surtout de la diaspora, de revenir, que chacun puisse apporter une pierre à l'édifice, question que le pays puisse aller de l'avant. Mais vous, on vous accuse toujours de vouloir critiquer sans apporter de solution. Et vous restez là. C'est vrai, vous avez appris, vous avez étudié en Europe, vous avez de l'intelligence là, mais ça s'arrête là. Vous n'utilisez pas cette intelligence pour servir la nation avec. Monsieur Nata Kianza, je pense que cette question, j'ai déjà répondu à cela. Mais répondez quand même. J'arrive. À notre tour, vous pouvez quand même répondre. À une émission avec votre confrère, non. J'ai expliqué ça plus d'une fois. Le chef de l'État lui-même a vécu en Europe. Il travaille avec des gens qui ont vécu en Europe, plus précisément en Belgique, certains que je connais, qui ont vécu en Belgique. Ça serait prétentieux pour moi. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Je travaille à la commune de Bruxelles. Ça serait prétentieux pour moi de dire qu'avec mon salaire, je suis en mesure de venir créer une entreprise ici. C'est trop prétentieux. OK? Oui. Alors, pour avoir un crédit bancaire, c'est pas une mince affaire. Les Occidentaux ont organisé leur système bancaire de manière à ce que, quand on vous donne à gauche, ils récupèrent à droite. Donc, pour faire partir ne fût-ce que 50 000 euros de la Belgique pour le Congo, pour monter une entreprise, c'est pas facile. C'est pas facile.
Je ne sais pas, le chef de l'État, peut-être que les gens que lui côtoyait étaient en mesure de venir créer des entreprises. Moi, je ne m'aimerais pas raconter des mensonges, des grabuges, non. Mais c'est pas évident. Mais, qu'à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que comme nous critiquons, le pouvoir en place ne peut rien faire. On peut critiquer sans apporter. Le fait déjà de critiquer, nous apportons d'une manière intelligentisme de solutions que le pouvoir en place peut mettre sur le terrain. C'est vrai, vous apportez de solutions, mais vous êtes un tout petit peu loin, raison pour laquelle il a demandé que vous revenez ici. Revenir ne veut pas forcément dire que vous venez pour construire créer des entreprises, mais vous venez quand même pour apporter votre savoir-faire. Je suis là, je viens de dire que je suis licencié en chimie, je suis licencié en biotechnologie, j'ai un bachelier en sociologie, j'ai un bachelier en architecture intérieure, comme un don du travail. Mais il faut donc voilà. Postuler, vous aurez. Ben, je ne m'aimerais pas vous serez favorable. Je ne m'aimerais pas vous dire combien de portes j'ai frappé pour avoir du travail au Congo, parce que le chef de l'État nous a appelés pour venir travailler. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Vous l'avez vu. Mais donc vous êtes favorable. Est-ce que je suis obligé de voir des chefs de l'État pour servir mon pays? Nous avons un système administratif mis en place. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Il s'appelle Monsieur Franck Messa. Il est analyste politique. Il vient de la Belgique. C'est avec lui que nous sommes en train de poursuivre cette émission. Je l'ai dit, de l'entrée de jeu de cette émission, le Grand Bandundu, avant son démembrement, a connu des dignitaires qui ont géré, notamment Mouzito Adolphe, qui a été Premier ministre. On a eu certains qui ont été, pour la plupart, ministres, députés nationaux, présidents de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette province n'a pas évolué? Monsieur Franck Messa, on parle précisément cette fois-ci, après des mandements, on parle de la province du Kwilu. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ceux qui ont géré cette province? Bon, ce que je vais reprocher d'abord, il y a eu des générations et des générations. Si je prends des générations de Papa Kamitatou, beaucoup de respect à lui, Papa Takizala, le papa, comment il s'appelle encore, Singa Uju et autres. Ce sont des gens qui ont essayé de faire quelque chose pour notre province. Mais après leur génération, si nous prenons l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, nous prenons M. Aubin Minakou qui était président de l'Assemblée, jusqu'au sénateur Mabaya qui est quasi le patriarche aujourd'hui. Franchement, je vous dirais que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour notre province, c'est le sénateur Mabaya. Tous les restes, absolument rien. Qu'a-t-il fait le sénateur Mabaya? Aujourd'hui, je vais y arriver. Allez-y. Aujourd'hui, si vous quittez Kinshasa, prenons que le chef de l'État doit visiter la province du Kwilu, parce que j'ai constaté que depuis qu'il est au pouvoir, il n'est jamais allé à la province. Jamais. Si aujourd'hui le chef de l'État se décide, parce que lui le garant de la nation, disant que je dois aller visiter la province du Kwilu, je vais dormir à Kikwit. Posez la question à tous les politiciens de la province de Kwilu, où est-ce qu'il dormira? Il va dormir à l'hôtel Mouzito. Ah non, je vous dis clairement, parce que à l'époque du président, l'ancien président Joseph Kabila, il a dormi à la résidence, même pas à l'hôtel, à la résidence du sénateur Mabaya. Parce que même le gouvernement provincial à l'époque, parce que j'y faisais partie, n'était pas en mesure de loger le président à la résidence présidentielle qui se trouve à Kikwit, vu l'état de la résidence. Donc vous pensez qu'également, si Tshisekedi bien sûr, là, il va passer une nuit à la résidence de Mabaya? Je vous mets en défi, posez la question à tout le monde. Donc si le président de la République ne dort pas à l'hôtel du sénateur Mabaya, ça sera sa résidence. Regardez le nombre de politiciens congolais, surtout de la province de Kwilu, qui sont à l'exercice de pouvoir. Ils sont nombreux, je n'aimerais pas citer les noms des gens, ils sont nombreux. Mais ils n'ont rien fait pour notre province. Rien fait. Papa Singa Uju, à l'époque, il était avec le marshal Mobutu, pour l'histoire. C'est lui qui devait s'occuper du transport de l'énergie électrique de Kinshasa jusqu'à Mbandaka. Arrivé à Bandundu-Ville, le projet s'est arrêté là. Je vous dirais qu'aujourd'hui, Bandundu-Ville peut fournir l'énergie jusqu'à Kikwit. La seule entreprise qui se trouvait dans la ville de Bandundu, c'est l'entreprise de M. Singa Uju,
qui était en partenariat avec le papa Bemba, Saulona, pas les fils. Cette entreprise aujourd'hui est par terre, mais les machines sont encore neuves. Sobrabande, ça s'appelle. C'est une entreprise qui fabriquait de la bière. Il y a des machines qui sont neuves, qu'ils ont achetées. L'entreprise a été inaugurée en 92. Et ça a travaillé pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, cette entreprise-là, on démarre les machines pour permettre aux étudiants de 6e, 5e biochimie d'aller faire les travaux pratiques. Pour votre information, je fus directeur des cabinets des ministres provinciaux de l'environnement de 2017 en 2018 dans la province de Kwilu. Et je suis allé comme secrétaire permanent de la cellule de passation de marchés publics de 2018 à 2019. Nous avons entrepris des démarches pour que cette entreprise-là puisse reprendre à travailler. On a été bloqué au niveau de Kinshasa. Bon, tout n'est pas bon à dire Là, c'était en 2018, pendant que 2018, le président Tshisekedi était... venait d'entrer, non. Il venait d'entrer. Il venait pas encore d'entrer. D'accord. Avant des élections. Oui, avant les élections. Très Avant bien. des élections. Très bien. Nous étions bloqués à Kinshasa par des firmes qui sont ici à Kinshasa, qui ne veulent pas qu'on produise la bière au niveau de la ville de Bandundu. Sinon, eux, ils ne sauront plus transporter leurs boissons jusque dans la ville de Bandundu. Donc, ils préfèrent utiliser la voie maritime pour amener de la bière, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées jusque dans la ville de Bandundu pour se faire beaucoup d'argent, qu'on puisse fabriquer sur place, donner de l'emploi à la population de la province. Je n'aimerais pas vous dire qu'il y a toujours des mains noires à paraître. Donc, comprenez que c'est pas évident. Et le gouverneur avec qui j'ai travaillé, paix à son âme, il est mort en février 2023, le professeur Balabala Kasongo, a essayé d'entreprendre les démarches dans ce sens-là pour que cette entreprise puisse refonctionner. Mais nous étions bloqués au niveau de Kinshasa. Aujourd'hui, je me demande, le gouverneur qui est en place, quand bien même que c'est une entreprise privée, il y a toujours moyen de négocier avec le pouvoir en place parce que du moment où cette entreprise ne travaille pas, il y a une pollution. Justement. Donc, en principe, ils doivent payer des astreintes. Et si aujourd'hui, on demande aux gens qui dirigent la province aujourd'hui, parce que j'ai investigué par rapport à cela, il n'y a aucune suite. Il n'y a aucune suite. Et moi, je me demande pourquoi les firmes qui fabriquent des boissons ici sont en train de bloquer cette entreprise qui pourra donner du travail aux Congolais. Donc ça, c'est une histoire à dénoncer. Et je pense que lors de la prochaine émission, je vais élargir encore les enquêtes. Je vous donnerai les noms des entreprises qui bloquent ces projets-là. Et donc, vous pensez que les actuelles autorités connaissent le même problème que vous avez connu à votre époque? Non, c'est même pas leurs oignons. Le gouverneur actuel n'est jamais en province. Il n'est jamais en province. Le gouverneur actuel... Il n'est jamais en province. Il est soit à Kinshasa, soit en Europe, soit à Dubaï. Parce qu'il fut commerçant. Jusqu'à aujourd'hui, il continue avec ses commerces. Comment ça s'explique? Ben oui, il passe plus le temps à Kinshasa qu'en province. Ce qui veut dire qu'il ne porte pas ce fardeau. Il ne porte pas le fardeau. Non seulement qu'il ne porte pas le fardeau, lui, son problème, c'est le BRB, donc c'est-à-dire de GEREC, le service des recettes du Kwilu. Dès qu'il prend l'argent à Massamouna, il prend l'argent à Kikwit, il est parti en Europe avec tous ses enfants et sa femme. Donc, il ne gère pas la province. Les gens se meurent. Mais quand l'autorité n'est pas là, c'est un vide. C'est un vide. J'ai été avec des députés provinciaux, pas plus tard qu'il y a 3 jours à Kikwit, ils étaient en train de pleurer. Je leur ai dit que c'était de leur faute parce qu'ils ont, dans leur mission des députés provinciaux, ils ont la mission de contrôler l'exécutif. Ils n'avaient pas à se plaindre au moment où c'est à eux de contrôler le gouverneur en place. Et je suis en train de prier qu'il y ait des élections, comme ça on essaie d'échanger et mettre quelqu'un qui est capable de mener à bien cette province, qui est aussi richissime. Mais si et seulement si le gouverneur est souvent absent, pourquoi est-ce que les députés provinciaux, comme vous venez de le dire là, n'ont pas entrepris de démarche pour le faire remplacer carrément? Parce qu'il y est depuis 2019. C'est un système compliqué. Le gouverneur a ses députés à lui, qui sont voués à lui. Donc, à chaque fois qu'il y a motion,
Donc, c'est-à-dire que l'Assemblée provinciale est subdivisée en deux. Une partie pour le gouverneur, une partie de l'opposition. Une grande partie donc, alors pour le gouverneur. Oui. Quand c'est de l'opposition amène une motion de défiance, le gouverneur déplace ses députés à lui pour que le quorum ne soit pas atteint. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il fut président de l'Assemblée provinciale depuis 2006. Donc il s'y connaît, il sait comment les choses se faisaient avec d'autres gouverneurs qui sont passés avant lui. Et ça, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Notre province ne peut pas rester comme ça, dirigée par des gens qui sont incompétents. Alors, est-ce que Kinshasa est informé de tout ça? Je n'aimerais pas dire que Kinshasa est informé parce que moi, je ne travaille pas dans des services. Moi, je suis en train de dénoncer ce que je vois sur le terrain, ce qui se dit sur le terrain et ce que les officiels m'ont dit. Donc, les députés provinciaux sont des officiels de la province. S'ils racontent ça, c'est que c'est sérieux. Alors, est-ce qu'il y a une majorité de l'Union sacrée, parce que on connaît bien comment les choses se passent dans différentes assemblées provinciales, majorité de députés de l'Union sacrée, et c'est ce qui fait que souvent peut-être on évite d'inverser le gouverneur. C'est comme à Kinshasa, ici on voit avec la gestion du gouverneur de la ville de Kinshasa et puis le président de l'Assemblée provinciale, cette guerre. Est-ce que c'est pareil que dans la province du Kwilu? Monsieur Nathan, merci pour la question. Moi, j'aimerais être clair envers vous. Je ne parle pas en termes de majorité de l'opposition. Mais c'est de cette manière que les choses doivent se faire. J'ai bien compris votre question, j'arrive. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo. C'est-à-dire qu'au niveau provincial, nous avons une seule province qui est la province du Kwilu. Donc, c'est-à-dire que c'est de la majorité et c'est de l'opposition devaient regarder l'intérêt de la province. Pour l'anecdote, quand nous quittions le pouvoir, parce que je venais de vous dire que j'ai travaillé en province juste après des élections avec l'effet Balabala, nous avons laissé 50 vaches pour la province. Aujourd'hui, il paraîtrait qu'il n'y en a que 5. C'est aberrant. 5 sont allés où? C'est aberrant. Comment expliquer que en 5 ans, vous avez laissé 50 vaches, en 5 ans, au lieu de les multiplier par 5, on réduit? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça, ce sont des questions que le gouverneur, c'est votre rôle aussi, les journalistes, hein, vous pouvez l'appeler, ce sont des rôles que vous devez exercer aussi pour nous aider à être des garde-fous de province. Alors, c'est malheureux. Depuis belle lurette, vous dites que la situation de la province du Kwilu n'a pas changé, il n'y a pas eu des avancées, la province n'arrive toujours pas à faire ses preuves, à émerger. Mais vous pensez que le problème vient d'où? Des gestionnaires du province, ça veut dire de l'exécutif provincial, ou c'est un problème du gouvernement? C'est un tout, c'est un faux tout. Je vais paraphraser ce que le chef de l'État avait dit dernièrement lors de son interview. À l'époque du président Maréchal Mobutu, il prenait quelqu'un de la province du Kwilu, il l'amenait à l'Équateur. Il prenait celui de l'Équateur et l'amenait dans le Bas-Congo. Je pense que c'est un très bon système. Quand j'étais encore à l'exercice avec le gouverneur Balabala, j'avais proposé ça à ces derniers. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'avais proposé plutôt? Le gouverneur donnait toujours des assignations au ministère. Vu le budget de la province, il donne des assignations aux divisions des ministères. Donc ce sont des chefs de division, en principe, qui doivent fournir la province des revenus. Pourquoi? Parce que ce sont des chefs de division qui ont implanté tous les superviseurs dans toute la province. Donc si je prends le cas, par exemple, le chef de division de l'environnement, c'est lui qui connaît tous les superviseurs de l'environnement qui sont dans la province, qui prélèvent les taxes. Vous comprenez? Donc, si le ministre provincial n'arrive pas à atteindre des assignations, le problème, ce n'est pas à son niveau. Le problème est au niveau du chef de division. Parce que quand vous suivez qui les chefs de division ont mis comme des superviseurs, ce sont leurs cousins, leurs neveux, leurs petits-fils. Et ça, j'en ai vécu moi-même. Donc je pense que, moi c'est une proposition aussi. Vous qui me disiez que nous sommes en Occident, on ne propose pas. J'en profite encore, j'en propose encore. Moi, à ma place, si j'étais responsable de ces pays,
je prendrai le chef de division qui a fait plus de 10 ans la province de Kwilu, je le remets entre les mains du secrétaire général pour qu'il soit affecté à la province de l'Équateur. On prend celui de l'Équateur, on l'affecte dans le Bas-Congo. Oui, c'est bien. Ils ont implanté le système pour détourner l'argent et c'est sans précédent. C'est sans précédent. Mais je pense, vous croyez pas, vous ne voyez pas qu'on pourrait dire qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas la province, il vient d'une autre province, mais il ne maîtrise pas, et peut-être on pourrait dire qu'il est incompétent, justement parce qu'il ne maîtrise pas. Mais c'est comme vous me direz, je suis en plus chef de travaux encore. Je suis chef de travaux, je donne cours de chimie à l'université de Bandolo. Vous me direz non, si on vous donne le cours de chimie, de donner le cours de chimie à la faculté catholique, vous ne saurez pas parce qu'on vous a déplacé d'une province à l'autre. Non, il est chef de division. Il est chef de division, il sait, les assignations sont quasi les mêmes. La nomenclature reste la même. Donc, c'est-à-dire qu'il doit savoir comment la division fonctionne. C'est pas question, parce que quand ils restent dans une même province, ils envoient les superviseurs et ils mettent ils utilisent la corruption à fond. Donc, ils mettent les systèmes de... Moi, j'appelle ça les mafiosi comme les Italiens. Donc, les systèmes de mafia, c'est jusque dans le sang. Et je pense qu'on doit revoir aussi dans ce sens-là parce que les provinces perdent beaucoup d'argent au bénéfice des individus. Mais au stade actuel, vous pensez que le découpage du Grand Bandundu a quand même impacté positivement les choses dans le sens où il y a eu, il y a des tâches qui sont allégées au regard du fait que des terrains qui étaient vastes, maintenant le Grand Bandundu 1, maintenant c'est subdivisé en 4, les responsabilités sont réduites comme ça. Non, le Grand Bandundu n'est pas subdivisé en 4, c'est divisé en 3. Donc nous avons la province de Kwango, Maindombo et Kwilu. Voilà. Écoutez, je ne trouve aucun intérêt à ça. Parce qu'ils ont multiplié le nombre de gouverneurs, le nombre de ministres et le nombre de députés provinciaux pour aboutir au même résultat. C'est quoi les résultats? La souffrance de la population. Rien n'a changé. Rien n'a changé, mais comme c'est constitutionnel, nous ne pouvons rien. Nous devons subir. Mais à ce qui concerne la province du Kwilu, je pense que moi personnellement, je suis devenu très assoiffé qu'il y ait des élections pour qu'on dégage les gens qui sont là. Donc le problème, c'est d'abord la personne qui gère. Ben, bien sûr, je viens de vous faire une proposition là tantôt. Lui, en tant que gouverneur, il n'a jamais réfléchi à ça. Et changer de gouverneur à ce stade donnerait beaucoup plus de chance à cette province d'émerger, vous pensez? À ce qui concerne la province du Kwilu, oui. Je pense que la tête n'est pas bonne. Et d'ailleurs, Balobagambi, c'est pour la toujours. Mbi, c'est pour la Namutu. Si vous avez un chef qui est tout le temps absent, qui s'intéresse juste aux taxes, vous voulez qu'il fasse quoi? On dit que notre province, c'est une province agricole. On peut lui poser la question, qu'est-ce que son ministre de l'Agriculture a mis en place? Mais dites-nous un peu la différence qu'il y a eu pendant que vous avez géré cette province et après votre départ. Déjà, je vais vous expliquer. Vous voyez tout ce qui est grumes de bois qui vont à Matadi. À l'époque où il n'y avait pas les découpages, la forêt équatoriale part de l'Équateur jusque dans la forêt de Mayombe. Je parle juste de notre pays. Ok? Donc de l'Équateur jusqu'à la forêt de Mayombe. Quand on a subdivisé de provinces, une grande partie de la province du Kwilu, de forêt, est allée au Maindombe. Ok. J'avais proposé au gouverneur, étant donné que nous avons eu un coup de fil de Greenpeace, de supprimer le coupe-bois. Qu'on arrête de couper le bois, vendre abusivement. Voilà le projet JICA. C'est comme ça que nous avons initié le projet avec JICA, qui a financé juste quand nous on quitté la province. Et aujourd'hui, la personne qui est responsable de ce projet JICA, c'est le neveu de ce gouverneur. Je préfère ne pas citer ce nom, c'est son neveu. Et si nous regardons, depuis qu'ils ont eu le financement des JICA jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune forêt de Kwilu qui a été reboisée. Aucune forêt de Kwilu qui a été reboisée avec le projet de JICA.
Je suis parmi les gens qui ont confectionné ces projets-là. Vous comprenez? Alors, j'y arrive. Quand je vous parle des CRAL déjà, que le gouverneur avec qui nous étions a fourni un effort de mettre les vaches pour la province. Ils ont commencé expérimentalement avec un monsieur qui est mort aussi, monsieur Guy Louyela, qui était son ministre d'Agriculture, pour commencer à produire l'huile végétale à base de fleurs de tournesol. Ils avaient déjà commencé, c'est que j'ai dit, vous pouvez vous renseigner. Ils avaient commencé à petite échelle. Il fallait maintenant agrandir le projet, qui est resté sur la table de l'actuel gouverneur. Je pense qu'il a mis ça dans les oubliettes. Donc, c'est-à-dire que nous avions des projets qui étaient concrets. Je ne viens pas vanter ce que nous avons fait, parce que ce n'était pas non plus top. Ok? Je ne viens pas vanter, sauf que je constate qu'aujourd'hui, là où nous avons laissé la province, jusqu'à aujourd'hui, franchement, c'est un trou. D'accord. Alors, vous pensez quoi maintenant du programme de développement à la base des 145 territoires initié par le gouvernement? Est-ce que ce projet peut aider aujourd'hui les grands Bandundu à avoir clair, à faire ses preuves, à avancer, à émerger? Bon, je ne vais pas raconter beaucoup de choses non vérifiables, mais choses que je peux dire par rapport à ça. J'étais au territoire moi-même. Malheureusement, je n'avais pas un appareil pour me faire de photos parce que la carte SIM que j'utilisais, il n'y a pas de réseau. Voilà un autre problème. En plein 21e siècle, à Massimanimba ici, à quelques kilomètres de Kinshasa, il n'y a pas de réseau. J'ai eu des témoignages des gens qui disaient que depuis l'époque de l'indépendance, après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous puissions avoir un bâtiment des territoires construit dans les normes. Ça, j'ai entendu les gens dire ça. Mais pour qu'il y ait du reste, je ne suis pas entré en contact avec l'administrateur du territoire parce qu'il paraîtrait, il était en Italie pour des projets qu'il compte lancer sur le territoire. Donc, voilà. Moi, des faits déjà de voir un bâtiment, parce que la première fois que j'avais vu le bureau de notre territoire, j'avais pleuré. C'était un petit truc comme ça, en terre battue. Donc aujourd'hui, j'ai vu l'édifice, c'est quand même dans les normes. Félicitations au chef de l'État. Y a-t-il un autre point positif qui vous a marqué lors de votre descente, excepté le bâtiment? Oui, la route. La route. Je fais la route en 2018, je fais en route au mois de février 2023. Il y a une très grande différence. Là où il y avait des trous énormes, ça a été colmaté. C'est déjà un plus, au lieu d'avoir des trous, et surtout que je fais des voyages de nuit. Et voilà. Alors, monsieur Il Franck, continue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais surtout pour le développement rural, je pense que c'est le gouverneur qui doit s'impliquer. alors, monsieur Franck, vous félicitez ici le président de la République, c'est vrai, mais vous aviez émis une inquiétude selon laquelle le chef de l'État n'est jamais arrivé là. Mais est-ce que vous pensez que si seulement il arrivait et qu'il arrivait et puis on l'expliquait de vive voix tout ce qui se passe, il pourrait faire davantage mieux pour que la province puisse aller de l'avant? Bon, je ne suis pas savant. Je pense que toute personne qui reçoit l'autorité a toujours peur. Donc, c'est-à-dire qu'il sera obligé d'arranger certaines choses, sachant que le chef de l'État arrivait. L'aérodrome, si vous regardez l'aérodrome de Bandundu d'aujourd'hui, vous allez tomber des nues. Alors, c'est important que le chef de l'État fasse un tour là-bas pour... bien sûr, s'il dit que j'arrive à la ville de Bandundu, ils seront obligés d'arranger l'aérodrome. Je pense que ça va booster les choses. Alors, parlons cette Je ne fois-ci. veux pas le dire avec certitude, mais je pense que ça va booster les choses. Parlons cette fois-ci élection, parce que vous dites que pour que les choses puissent changer, pour qu'on puisse changer le tête, les autorités, il faudrait qu'il y ait élection. Mais qu'attendez-vous de ces élections, monsieur Franck Messa? Qu'attendons-nous des élections au regard de qui est élection en bonne et due forme, que les gagnants puissent prendre le pouvoir et que les perdants sont en réserve, c'est tout. Mais au regard de revendications de l'opposition aujourd'hui qui pense que les élections ne seront pas crédibles, que dites-vous? Chacun peut penser ce qu'il veut. Chacun peut penser ce qu'il veut, c'est vrai. Si la CENI pense qu'ils ont mis des choses en place pour permettre à tout le monde d'aller dans une élection libre, apaisée et inclusive, nous devons y aller. Moi, je ne veux pas juger le travail
de M. Kadima parce que j'ai pas qualité. Dans le processus, c'est pas je suis dans le processus. Votre avis. Je suis dans le processus. Voilà. J'ai suivi le calendrier électoral comme tout le monde. Quand bien même qu'il y a eu des petits retards de 2-3 jours, je me suis conformé au calendrier électoral. Vous êtes enrôlé, vous n'avez pas vu votre nom encore sur la liste. Ça peut être une inquiétude de votre part. Non. Parce qu'il n'y a pas de certitude que vous voterez ou non. Non, comme je suis candidat à la députation provinciale, le jour où je suis allé déposer ma candidature, je l'ai fait exprès. J'ai dit que je n'avais pas ma carte. J'ai donné mon nom directement, ils m'ont donné un duplicata. Donc je suppose que mon nom s'y figure. Donc il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne... Personnellement, non. Oui, de votre part. Vous Maman, entendez... on dit ceci à Lingala, hein? Nazana mukumba, nagome mukumba mutu musute. Ça veut dire? Chacun doit tirer la leçon par rapport aux élections passées et aux élections actuelles. Si vous voulez que je sois clair, aujourd'hui, demander au chef de l'État d'aller dans un dialogue, ça ne va pas à son intérêt. Non, mais demander... Pas forcément le dialogue. Comment demander le dialogue pourtant? L'audit et les élections vont se tenir en 2023. La légitimité, parce que s'il faudrait... La légitimité des chefs de l'État ne peut passer que par les élections. Et nous devons arrêter avec ces histoires de dialogue qui n'aboutissent à rien. Mais d'autres personnes cherchent toujours à avoir des postes. L'audit du fichier... Mais M. Franck, tout est parti d'abord de la qualité de la carte. Je peux répondre d'abord, madame? Oui, répondez. Par rapport à l'audit du fichier électoral, c'est pas à moi que vous allez demander de faire ça, c'est M. Kadima. Si M. Kadima pense qu'il doit organiser l'audit du fichier électoral, c'est à lui. Moi, je peux crier autant de fois ici sur le plateau de télévision, ça n'aura aucun effet. Vous êtes électeur, bien sûr qu'il peut prendre... Mais je viens de vous dire ici je viens de vous dire ceci, j'ai déposé ma candidature, j'ai fait exprès, disant que j'avais perdu ma carte, avec mon nom, ils m'ont retrouvé sur le fichier. Et poser la question à tous ceux qui étaient candidats, qui ont perdu le numéro de carte, quand ils donnaient leur nom, on les retrouvait. Alors, M. Franck, tout est parti de Donc c'est supposé que nous sommes dans les fichiers. Monsieur Franck, tout est parti de la qualité de la carte d'électeur que les opposants ont remis justement en cause. Mais que dites-vous de cette qualité de la carte vous voyez une carte qui s'efface après 2-3 mois, où les écrits s'effacent. Est-ce que déjà, c'est pas un problème là? Monsieur Nathan, on avait dit que les gens qui avaient un problème avec des cartes, il y avait une période, je pense, que la CENI avait mis en place pour qu'ils aillent récupérer le duplicata. Non, mais je parle de la qualité. J'arrive. Est-ce que le duplicata va permettre qu'on arrive jusqu'au 20 décembre parce qu'on a vu certaines cartes qui se sont effacées après 2-3 mois. J'ai laissé ma carte dans la voiture, j'allais vous montrer que c'est en bon état. Ça dépend aussi de la personne, comment il conserve la carte. Moi, je me suis enrôlé au mois de février. Je suis allé avec ma carte en Europe, je suis revenu avec. Je me promène avec partout. C'est en bon état. Ça dépend aussi de comment les gens conservent les cartes. Au-delà de ça, les opposants ont décrié le fait que certains dignitaires de ces pays se sont retrouvés avec des machines entre leurs mains. Vous trouvez, au-delà de les revendications, les opposants qui se sont plaints, c'est-à-dire qu'ils ont des preuves. Mais moi, je ne peux pas. D'ailleurs, je ne peux pas commenter sur quelque chose qu'une personne a raconté et moi j'ai pas vu. Je vous donne un fait. Dans un accident de circulation à Chikapa, on a retrouvé une machine. Vous me donnez les faits ou vous me racontez? Non, je vous donne le fait. Non, je vous donne le fait parce que la CENI. Vous avez des preuves. Non, la CENI d'ailleurs avait publié un communiqué. Malheureusement, je n'avais pas suivi. Non, mais c'est un fait que je vous donne. Il est du domaine, donc il est journaliste. Mais est-ce que vous pensez que tout ça, les opposants n'ont pas raison de il faudrait crier chercher à davantage? savoir d'abord, la personne qui a connu l'accident avec cette machine, d'où il venait. Est-ce qu'il est de CENI? Il n'est pas de CENI. Parce qu'il paraîtrait que la CENI de fois louait des véhicules pour aller déposer des machines. Je ne sais pas. Est-ce, avec beaucoup de recul, est-ce cette personne-là était envoyée par la CENI pour aller déposer des machines? Je ne sais pas. Est-ce le véhicule c'était loué par la CENI? Je ne sais pas. Mais si les opposants trouvent qu'il y a certaines personnes qui ont des machines et qui ont des preuves, je pense qu'il y a moyen
de résoudre ces problèmes-là. Et puis après, les opposants se plaignent qu'ils n'ont pas de représentants au sein du bureau de la CENI. Ça aussi, moi je ne suis pas opposant. Il faut poser la question non, aux opposants. Mais il faut poser la question aux opposants, comment ils n'ont pas de représentants à la CENI. Comment je vais répondre à leur passe? Parce que là, vous êtes en train d'analyser la politique. Vous pouvez toutefois émettre votre avis là-dessus. Vous n'avez pas forcément besoin d'être opposant. Alors, Monsieur Franck... Non, je réponds par rapport à ce que M. Nathan me pose comme question. Bien sûr. Vous n'allez pas me demander de réfléchir à sa place. Comment vous analysez je vais pas analyser de l'opposition? Je ne vais pas analyser des choses qu'il ne m'a pas demandé. Non, mais M. Franck, vous savez que la loi veut à ce que les opposants aient également le représentant au sein de la CENI, le pouvoir également. Mais lorsque les opposants se plaignent qu'ils n'ont pas de représentant, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Parce que vous dites que vous êtes candidat. Est-ce que c'est tard pour qu'ils envoient des candidats? Non, ce n'est pas tard, mais la CENI, selon elle, pense que ceux qui sont là représentent ces familles politiques. La CENI pense que les gens qui sont là, ils représentent les personnes de l'opposition. Oui, c'est ce que la CENI dit, mais pourtant, là, il faut voir avec la CENI. Eux ne reconnaissent pas ceux qui sont là. Il faut voir avec la CENI. Mais avec cette situation, vous pensez qu'il y aurait des élections apaisées et du moment où certaines... Pourquoi vous ne vouliez pas qu'il y ait des élections apaisées? C'est parce que nous voulons qu'il y ait des élections très apaisées. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir autour de ces sujets. Oui. Exactement. Donc, si les opposants sont représentés à la CENI, nous aurons les élections apaisées. C'est une question de confiance. Non, je réfléchis à haute voix. Je réfléchis à haute voix. Présente à ces élections, tout le monde confiant et voilà. Je réfléchis à haute voix. Donc, si les opposants ont des représentants à la CENI, là, nous aurons des élections apaisées. Justement. Et s'ils n'ont pas de représentants à la CENI, les élections ne seront pas apaisées. Justement. Le pouvoir a des représentants. Également, je suis en train de réfléchir, je n'ai pas encore tiré une conclusion. Également, les opposants doivent avoir des représentants pour que les élections soient apaisées. Vous venez de me dire que la CENI dit que les gens qui sont là sont... Mais pourtant, eux ne reconnaissent pas. C'est là où le bas baisse. Qu'ils entament une démarche au niveau de la CENI pour déguerpir des gens qui sont là, qui ne sont pas de l'opposition. C'est simple. Très bien. Vous n'avez plus de questions? Si, il y en a. Et dans l'analyse, parce que l'abbé Donatien Cholet décrit quand même qu'il y ait une crise post-électorale, vous pensez que au stade actuel, M. Franck, aller dans des élections où le FCC est absent, la MOCA également est absent, certains membres de l'opposition ils vont avec des inquiétudes. Vous pensez vraiment que on aura des élections crédibles et qu'on aura des élections inclusives? Parce que il n'est pas que question d'aller aux élections, mais il est question d'avoir de très bonnes élections où il n'y aura pas de contestation et que chaque parti trouvera son compte. Est-ce que vous savez, je vais être clair envers vous par rapport à ça, et très intransigeant. Vous savez que les dirigeants de l'FCC me doivent l'argent. Ça vous fait priver. Non, non, j'y arrive. En 2015, j'ai déposé ma candidature et j'ai payé la caution pour les élections de la députation provinciale. Il y a eu lieu? Non. L'argent, non, 2015. Mais les élections sont... J'arrive. L'argent est allé où? Jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent nous justifier, c'est le FCC, d'où est allé cet argent de tous les candidats du pays. J'aurais bien voulu avoir un monsieur de FCC ici pour qu'il me réponde à cette question. Ils nous ont bouffé l'argent. Et pourquoi ils n'avaient pas organisé des élections en 2015? Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas être donné des leçons au moment où vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Cette histoire, c'est une histoire nationale. Il faudrait que les gens s'asseyent autour d'une table pour essayer d'en parler en bonne et due forme. Il ne faudrait pas demander aux gens de mourir. Les Congolais se meurent déjà d'une manière à outrance. On doit arrêter. Regardons le pays, ne regardons pas les individus. Regardons le pays. Je viens de vous poser la question. C'est pas à vous, c'est pas à moi de vous poser des questions. Très important. Voilà, c'est pas à moi de vous poser des questions. En passant, est-ce que les gens de FCC peuvent nous dire cet argent que nous avons payé des cautions en 2015, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et pourquoi ils n'avaient pas organisé des élections en 2015? Vous pouvez bien saisir la justice. Parce qu'en 2018, nous avons encore pesé. Vous pouvez bien saisir la justice. En 2018, nous avons encore payé des cautions. Donc, ils me doivent.
Est-ce que vous aviez saisi la justice pour notre parti à l'époque, notre parti à l'époque avait saisi la justice, on n'avait jamais eu gain de cause. Vous comprenez? On doit arrêter de faire des jeux de la souris au chat. Organisons des élections. Non, donc vous pensez que parce que le FCC n'a pas de leçon à vous donner, raison pour laquelle il doit s'incliner devant je n'ai pas parlé de s'incliner, j'ai juste posé la question qui nous explique pourquoi ils n'avaient pas organisé des élections en 2015. Pourquoi ils n'avaient pas organisé des élections en 2015 et l'argent que nous avons payé de caution sont allés où? Après, nous allons réfléchir sur autre chose. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Mais ça, cette émission est terminée. Vous avez quelques minutes pour la conclusion. Bon, j'avais pas dit bonjour, j'avais pas salué des gens au début. Je salue tous mes potes, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Je vous salue. Et je salue tous les Congolais qui vont nous regarder ou qui nous regardent. Et je vous salue vous deux qui avez bien accepté de me recevoir. Je sais que mon émission va choquer beaucoup de gens, surtout en province. Mais je n'ai pas de choix. Nous devons parler notre pays. Et notre province doit aller de l'avant. On doit arrêter. On dit que la province du Kwilu, c'est une province qui produit beaucoup d'intellectuels. Et si nous qui nous disons que nous sommes intellectuels, nous restons bouche bée, c'est-à-dire que nous sommes complices de ceux qui sont en train de tuer notre province. Ok? Je vous remercie une fois de plus. Je remercie CML TV. Je remercie votre DG, qui est mon frère, là où il est. Et j'espère que nous nous reverrons bientôt. Très bien. Un message en Kikongo, c'est ça? En Kikongo? Oui. Oh, je suis très à l'aise, t'inquiète. Petit. Allez-y. Mais parce qu'on a parlé quand même de la province. Un message à Kikongo. Lomba bampangi nyonso ya Kwilu. Betu vukana, betu talangi mutinu betu lutomisa boala na betu. Iparetende betu banta mayele. Iparetende betu metanga mingi. Mais quand on me vendre solidaire vert, quand on sanga na vert sana uidiga boala na betu, muntu moja tasadi na betu ta vanda vert. Be bika muwe fidi gaji. Oh ya utuba pilia, oh ya utuba pilia, benu bika. Mettons-nous autour d'une table. Betu ali sa boala na betu. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bien que je n'ai rien compris. Merci Madame Tania pour la co-présentation. Merci, d'accord. Très bien. À vous qui nous avez suivis, ça a été un plaisir pour moi de présenter cette émission. On se retrouve prochainement, certainement avec lui, parce qu'il a dit qu'il est candidat. Certainement, pendant la campagne, il viendra, il va passer. Nous allons poser des questions sur son projet, parce qu'il a critiqué l'actuel gouverneur. Lui également va nous dire ce qu'il pense de projet qu'il a pour le développement de la province d'Ikwilu. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.